Bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week Echo. Nous sommes le dimanche 4 avril, dimanche de la Pâque. Un rendez-vous religieux majeur de la foi chrétienne, célébré une fois encore sur fond de contraintes sanitaires, de port de masques de protection, de respect des gestes barrières et sous d'autres cieux de confinement, voire même de couvre-feu. Comment les fidèles chrétiens doivent-ils se réjouir de la résurrection du Christ Jésus en cette période de Covid-19? Eh bien, ce sera le sujet de notre décryptage. Et puis, désormais, les jeunes de 15 à 35 ans qui désirent lancer une activité génératrice de revenus pourront bénéficier d'un financement non remboursable de 200 000 francs CFA par personne grâce au projet d'inclusion économique et sociale des jeunes prodige. De quoi retourne ce projet et quels sont les critères pour en bénéficier? Urbain Amegbedji, directeur général de l'ANPRU, sera avec nous pour en parler. Mais avant d'installer mes invités, direction la rédaction pour le mini-journal. À la présentation, Nadège Omolade Sané. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a démarré au Bénin lundi dernier comme décidé par le gouvernement. Devant les acteurs de la santé et les représentants de la communauté internationale, le ministre de la Santé et son homologue des Affaires sociales ont donné le ton en se faisant injecter une dose de ce vaccin. Rodrigue Babagbeto, Josué Sosa. Pour en arriver à la prise du vaccin, le ministre de la Santé a dû franchir différentes étapes. Benjamin Rompati se fait prendre la température. Il donne les renseignements nécessaires. Il écoute religieusement les informations sur la vaccination qui lui sont lues par l'agent et il donne son consentement. Un parcours obligatoire pour toute personne désireuse de prendre le vaccin et auquel s'est livré sans gêne le responsable de la santé des Béninois. Il est désormais vacciné, protégé de la COVID-19 et protecteur de son entourage. C'est une petite piqûre de moustique comme pour toutes les ingestions. Dans les secondes qui ont suivi, je n'ai rien senti de particulier et j'ai pu me reposer pendant 15 minutes là maintenant et je me sens très bien. L'injection des premières doses du vaccin anti-Covid-19 marque le lancement de la campagne de vaccination qui s'étendra sur plusieurs mois. Le Bénin a pris toutes les précautions nécessaires pour l'importation de vaccins de qualité. Vous savez, de par le monde, la protection vaccinale a été l'arme majeure que l'humanité a toujours utilisée contre les grandes pandémies. Et donc le fait de l'avoir cette fois-ci aussi rapidement, un événement qui est doublement heureux parce que en d'autres termes, à une autre époque, peut-être on aurait dû attendre 3-4 ans avant d'avoir des vaccins sûrs et efficaces. Maintenant, je pense que le dispositif qui est mis en place ici sera pareil partout. Si la campagne a été retardée depuis l'acquisition des vaccins, c'est d'après le ministre de la Santé, juste le temps d'avoir quelques avis scientifiques révélés concluants quant à l'innocuité du vaccin. Pourtant, des effets secondaires sont toujours présents. Il n'en demeure pas moins vrai que la vaccination pourrait exposer à quelques effets secondaires ou bien ce que nous appelons des manifestations adverses post-immunisation. Et par rapport à ça, toutes les dispositions ont été prises au niveau des hôpitaux qui nous accompagnent pour que si éventuellement on envisage ce genre de situation, on puisse les prendre en charge. Les doses du vaccin seront prioritairement administrées dans les départements les plus touchés par la pandémie, aux personnes à risque, à savoir le personnel de santé, les personnes de plus de 60 ans et les personnes vivant avec des comorbidités comme le diabète, la drépanocytose, l'hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires. Et on ne sait pas qui sera malade demain ou après-demain.
Mais on sait que qui est vacciné aujourd'hui sera plus malade. Donc il vaut mieux se mettre dans le lot de ceux qui ne seront plus malades que de demeurer dans le lot de ceux qui restent d'être malades demain ou après-demain. D'autres stocks de vaccins sont attendus pour couvrir les autres départements du pays. Le Bénin rejoint ainsi le rang des pays ayant démarré la protection de leur population et se retrouve désormais parmi ceux ayant effectivement commencé la vaccination de la Covid-19 avant les 100 premiers jours de l'année 2021, objectif du COVAS. Engager les entreprises afin de définir des initiatives stratégiques pouvant permettre la mobilisation des ressources domestiques en faveur de la lutte contre le paludisme au Bénin. C'est un engagement d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui s'engagent pour zéro palu au Bénin. L'objectif vise à réduire les taux de mortalité liés à la maladie et son incidence d'au moins 90% d'ici 2030. Émile Azopota. Zéro palu dans le monde, notamment au Bénin. Des entreprises des secteurs privés s'y engagent. L'heure est grave et une table ronde s'impose. L'objectif est de poser les jalons pour éliminer radicalement le paludisme à long terme. Aujourd'hui, pour, si vous voulez bien, entériner ou matérialiser cet engagement du secteur privé. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour que effectivement les secteurs privés puissent nous donner le cachet, et la plupart des entreprises puissent nous donner le cachet dans cet accompagnement de la lutte contre le paludisme. Zéro paludisme au Bénin pour mettre fin justement au paludisme. Parce qu'on sait que la fin du paludisme constitue la fin de la principale cause de mortalité, de morbidité et d'affectation du bien-être des populations au Bénin. Et non seulement au Bénin, dans le monde. Et donc si nous ne commençons pas à éliminer le paludisme, cela suppose que nous engrangeons des richesses et le bien-être pour toute la population béninoise. Éradiquer cette pathologie devient donc un impératif. L'Organisation mondiale de la santé estime à 229 millions le nombre de cas de paludisme recensés chaque année dans le monde. Il urge donc d'agir. Il faut mettre l'accent sur la prévention et donc sur l'élimination des déterminants de la maladie. Et un des premiers éléments, c'est l'environnement. Le premier pays à lancer l'initiative Zéro palu, les entreprises s'engagent, et je voudrais vraiment qu'on puisse, à travers vos actions, pouvoir montrer le rôle de leader que vous avez dans le cadre donc, de vos efforts au niveau du ministère de la Santé. Des efforts mondiaux soutenus ont été consentis pour faire baisser les cas et les décès liés au paludisme au cours des 2 dernières décennies. L'incidence du paludisme a reculé au niveau mondial, passant de 80 en 2000 à 58 en 2015, puis 57 en 2019. Ces efforts ont contribué à sauver plus de 7 millions de vies et éviter plus d'1 milliard de cas. Un important travail reste à faire. Et déjà, les entreprises du secteur privé mettent la main à la pâte pour relever le défi du zéro palu au Bénin. Une centaine de chicanes offertes à environ 10 municipalités. C'est un don du Centre national de sécurité routière soucieux de mettre tous les moyens en œuvre pour préserver la vie des usagers de la route. Ce don qui entre dans le cadre d'un projet de dotation des mairies en chicane entend aider les mairies du Bénin à intégrer les questions de sécurité routière dans les plans de développement communal. Les précisions avec Ulbaïs Balogun. La modération de la vitesse en milieu urbain constitue un enjeu important à la fois pour la sécurité routière que pour les municipalités. D'autant qu'il ne se passe pas de jour sans qu'on enregistre des cas d'accident de la route. En première ligne, les communes qui sont dépourvues d'outils adéquats pour réguler et réduire ces cas d'accident de la circulation. Et pour corriger le tir, le Centre national de sécurité routière vient en renfort avec ses chicanes. Des dispositifs qui, une fois installés sur les voies de circulation, produisent une série de virages artificiels et servent de ralentisseurs pour réduire la vitesse de passage des véhicules. La remise de ces chicanes vise au niveau du CNSR
à renforcer la sécurisation et la protection de nos apprenants les plus vulnérables. Ces chicanes seront donc bientôt positionnées dans les environs des écoles dont les portails sont ouverts sur la voie publique et à proximité des marchés afin de réduire l'excès de vitesse dans les agglomérations. Nous avions compris que, après avoir échangé avec les maires, il faille non seulement attirer leur attention sur la responsabilité qui est la leur, mais les assister pour que les écoles qui se retrouvent dans les zones critiques puissent bénéficier de quelques chicanes à titre de modèle pour que désormais, dans leur budget, ils puissent penser à faire la prévision subséquente afin de nous aider et à protéger la vie de ces vulnérables, surtout les écoliers. Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Djougou, Sémékodi, Abomey et Boycon sont les municipalités qui bénéficient de cette première phase de dons. La question de sécurité routière, en principe, doit être intégrée dans les politiques et programmes de nos communes. Je pense que si le CNSR, le Centre national de sécurité routière, en vient aujourd'hui à accompagner les initiatives, les efforts qui sont déployés au niveau de nos communes, je pense que c'est une initiative à saluer. Mais au-delà de ces chicanes, c'est un appel à la citoyenneté et au respect du code de la route qui est ainsi lancé. Nous allons demander aux populations d'être vigilantes, même si en dehors des dispositifs de régulation de la circulation que nous avons, nous devons avoir aussi un comportement exemplaire. Parce qu'il y en a qui voient des chicanes, malgré ça, ils ne cassent pas le rythme. Je pense qu'on doit intégrer des comportements citoyens à notre sein pour pouvoir atteindre l'objectif que nous visons. L'objectif ici est donc de faire porter désormais aux mairies la responsabilité de la sécurité routière. Toute chose qui passe par l'intégration des questions de sécurité routière dans les plans de développement communal et surtout dans les budgets des mairies. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ulvaïs Balogun. Et Wikeko se poursuit ici avec à présent la revue de presse économique. Amis de la revue de presse, bonjour. Vaccination contre la Covid-19, ça y est, le Bénin rejoint le rang des pays du mécanisme COVAX. Les injections au public ont effectivement démarré le jeudi 1er avril 2021. Malgré les risques supposés du vaccin AstraZeneca, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatin, rassure de l'innocuité du vaccin. L'information est relayée par La Nation. Pour cette première phase, 4 départements, à savoir l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé et le Borgou, sont concernés. L'autre quotidien apporte l'information et précise que seul le personnel de santé, ceux qui souffrent d'une maladie comme le diabète, la drépanocytose, l'asthme, l'hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires, les personnes âgées de 60 ans et plus seront prioritairement vaccinées. 15 porteurs de projets bénéficient d'un peu plus de 368 millions de francs CFA. Selon l'autre quotidien, il s'agit de 15 acteurs d'organisation de la société civile opérant dans le secteur de l'énergie au Bénin. Leurs projets s'inscrivent dans le cadre de l'appui au développement du secteur privé, intervenant dans la promotion des énergies renouvelables en milieu rural. Éducation, fidèle à sa ligne éditoriale, nous parle du monde scolaire. Résultat des examens nationaux de master, 79,28% des candidats déclarés admis. Le parcours a été laborieux pour les 620 candidats ayant pris part aux épreuves, mais à l'arrivée, la moisson est abondante. Sauf cas de force majeure, le chronogramme du ministère de l'Enseignement supérieur annonce pour d'ici le 25 avril 2021 la mise à disposition de l'attestation de succès des candidats. On ne saurait boucler cette revue hebdomadaire sans parler sport. Le match opposant le Bénin à la Sierra Leone n'a plus eu lieu. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, les tests Covid pour disqualifier le Bénin, s'interroge le progrès. Arrivé dans la capitale sierra-léonaise, le 11 béninois n'a pas été accepté sur le stade pour des supposés tests
qui aurait révélé que 6 meneurs de l'équipe du Bénin, à savoir Saturne Alagbe, Khaled Adenon, Jodel Dossou, Michael Poté, Steve Mounier et Cédric Hontondi sont positifs à la Covid-19. Le journal trouve en cette information une intrigue mal ficelée. Fin de cette revue de presse hebdomadaire. À dimanche prochain. Merci à vous, Alessandra Diotan, pour ce tour d'horizon. Et nous, ici, on installe à présent le plateau décryptage. Et le décryptage s'intéresse à la fête pascale, notamment à cette célébration par ces temps de Covid-19. Et avec moi sur ce plateau, je reçois Benoît Wandja. Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi. À côté de Benoît, le père Hubert Kedowide. Père, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Père Kedowide, il y a un an, on sait que Vatican a édicté des mesures pour la célébration de la fête pascale. Est-ce à dire que cette année, c'est la même chose ou bien la Pâque devrait se passer comme il y a quelques années, quand il n'y avait pas encore Covid? Je pense que le responsable du dicaster chargé de la liturgie, depuis environ 40 jours, bien une semaine comme ça avant le temps de carême, avait déjà donné des instructions pour que nous puissions bien vivre ce temps fort qui nous prépare à la plus grande fête de l'Église catholique. C'est le sommet même, qu'a dit l'apôtre Saint Paul, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Absolument. Et c'est une fête qui se célèbre chaque année. L'année dernière, ça a été célébré, mais en absence des fidèles. Tout à fait. Mais ça a permis à tous les fidèles de vivre autrement cette fête plus intérieure, puisque la résurrection nous amène à plus d'intériorité. Le Christ est vivant, il est ressuscité, il nous donne la vie pour toujours. Et nous la célébrons, cette vie-là, de façon toujours joyeuse, quelle que soit la situation. Même dans les zones de persécution, le chrétien est un être joyeux. Il n'y a pas de chrétien triste. Ce serait une anomalie. C'est pour cette raison que, excusez-moi, c'est pour cette raison qu'il est important pour tous les chrétiens de la célébrer. Et cette année, nous rendons grâce au Seigneur, puisque on a célébré la fête en présence des fidèles, en respectant les gestes barrières. Durant toute la semaine sainte, quelques précautions. Par exemple, pour le dimanche des rameaux, il n'y a pas eu procession des rameaux. Comme cela se fait habituellement. Mais on l'a béni et une fois on les a bénis et une fois bénis, eh bien on a chanté Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Même chose pour le jeudi saint, il n'y a pas eu lavement des pieds, mais lavement de nos cœurs, de l'être humain entier. Car lorsque Jésus a lavé les pieds à ses disciples, c'était un signe de purification. D'ailleurs, il est venu pour ça. Il est venu pour nous libérer du péché. Il est venu pour nous remettre debout. Et donc, on a vécu autrement ce rituel qui était comme autrefois peut-être un petit spectacle au cœur de l'Eucharistie. Aujourd'hui, on a expliqué aux gens pour leur dire, nous lavons cette fois-ci en nous débarrassant de nos souillures, la souillure du péché. Est-ce que cette pandémie ne nous amène pas à changer la façon dont nous nous comportons désormais à l'Église? Lorsque vous voyez et vous revisitez toute l'histoire de l'Église, la liturgie n'a jamais été une liturgie statique. Ça a beaucoup évolué au gré de l'histoire. Et à chaque occasion, le Seigneur nous donne la joie de vivre intensément notre foi tout en regardant le présent et en vivant dans le présent. Et je pense que nous vivons dans le présent. On ne vit pas hors du temps.
C'est ce que ça veut dire simplement. Et que ce soit la pandémie ou une autre chose, à travers le monde entier, on vit la même chose du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au Japon, partout, on vit la même chose, mais dans des contextes différents. Et le contexte de la pandémie nous fait dire que nous vivons toujours en communion, mais sans nécessairement se donner la main pour la paix du Christ. Nous vivons tout tendus dans la pureté, sans nécessairement voir le lavement du pied. C'est de la même chose que le vendredi saint. Il n'y a pas eu chemin de croix dans la rue. Et quelque part, je dis c'est salutaire. Parce que dans la rue, bon, il y a un peu d'ambiance et puis moins d'intériorité. Mais cette fois-ci, on est resté sur place. Et au lieu d'une marche dans la rue, c'est un cheminement intérieur. Et ça, c'est très important en matière de foi. Et je pense que au thème, en ce jour de Pâques, on peut se réjouir d'avoir bien célébré le Christ vivant et ressuscité. Alors, Benoît, vous êtes chrétien. Comment est-ce qu'on se sent quand on est obligé de passer cette célébration, cette fête pascale que nous connaissons dans des conditions aussi particulières? Non, je vais peut-être vous surprendre en disant qu'on se sent peut-être mieux. Le Père Kadewire l'a dit tout à l'heure. Ce que le Père a appelé la célébration intérieure, elle est très intense. Ce n'est pas que les manifestations que nous voyions avant étaient là pour nous distraire, hein, non, ça nous rappelait quand même ce qui s'était passé. Mais la célébration intérieure permet effectivement d'être concentré sur l'essentiel. Je prends juste un exemple. Ce n'est pas parce que le jeudi passé, il n'y a pas eu lavement de pieds que cet événement ne doit pas être vécu dans son sens d'amour pour le prochain. C'est le message que Jésus a laissé qui est le plus important à mon avis. Que le prêtre ait lavé les mains de certains fidèles pour nous montrer que c'est ce que Jésus avait fait ou non. On retient toujours que Jésus nous a montré que pour être grand, il faut se sentir petit. Pour être considéré comme chef, il faut être le premier serviteur. Et ça, qu'il y ait pandémie ou non, nous retenons ce message-là. Donc, je pense que le côté un peu symbolique de la chose, enfin le côté, je n'ose pas dire spectacle, le côté un peu scénique de la chose qui n'existe plus à cause de la pandémie n'enlève en rien donc le symbolisme de... Mais il y a quand même le risque de voir le chrétien, parce que ces moments-là se vivent à l'église en communauté. Et maintenant, on se retrouve seul, peut-être à la maison, devant la télé. Il y a le risque d'être déconnecté, de ne pas être vraiment concentré sur l'essentiel. Non, c'est en ce moment qu'on est concentré. On est un peu triste de ne pas être en groupe, de ne pas célébrer la Pâques en communauté et autres. Encore que cette année, on est un peu en groupe. Oui, contrairement à l'année dernière. C'est vrai qu'à l'année passée, où c'était carrément à la maison, il n'y a plus cette ambiance, c'est vrai, mais comme je le dis, si vous prenez les festivités de la Pâques, ce n'est pas forcément chaque année que Jésus meurt. Ce n'est pas chaque année que Jésus ressuscite. Mais nous pensons chaque année à tout ce qui entoure la Pâque, juste pour retenir, à mon avis, juste pour retenir le message que Jésus nous a laissé. Comme nous le disent les prêtres, on ne saurait prendre le dimanche de Pâques et oublier le jeudi saint et oublier le vendredi saint. C'est parce que Jésus a souffert pour nous qu'il a fini par ressusciter. Et donc c'est un tout. Et quand nous prenons la Pâque dans son ensemble, qu'il y ait pandémie, que nous nous soyons retrouvés en communauté à l'église ou seuls à la maison, nous devons pouvoir, dans notre fort intérieur, nous rappeler de ces messages-là que Jésus nous a laissés. Alors, Père Kadewire, cette pandémie a un peu éprouvé notre foi, en tout cas la foi du chrétien. Et au-delà, est-ce que ça ne devient pas une norme maintenant, cette façon de faire? Cette situation exceptionnelle n'engendre pas désormais une norme? J'avais pensé que c'est plutôt les épreuves qui vérifient la qualité de notre foi. C'est plutôt ça. La pandémie devrait nous permettre de
d'enraciner notre foi. C'est une belle occasion. C'est vrai que on appelle ça rituel. Hein, tout ce qu'on fait comme accessoire et qui fait partie de la liturgie, c'est des rituels, mais qui nous tournent toujours vers l'essentiel. Car le Seigneur lui-même va nous dire, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume, n'est-ce pas? Donc, ce que nous vivons tout ça parce que la foi est là, parce que la confiance dans le Seigneur est là, parce que le Seigneur nous a libérés du péché et de la mort. Et c'est pour cela que tout ce que nous faisons n'aurait pas de sens si nous ne tenons cela comme ultime objectif de notre être. Vivre en homme et en femme de foi. Et je pense que... Avez-vous l'impression que durant cette période, la foi s'est vraiment enracinée auprès des chrétiens? Ah, bien sûr. Je pense que je vois l'année dernière, par exemple, lorsqu'on a tout fermé, on a même tout interdit. On a dit aux chrétiens, on les a presque privés. Et pourtant, il y en a qui étaient connectés, il y en a qui s'éveillaient à travailler, à se réunir même clandestinement, sans autorisation, dans des maisons. Et le jour où on a permis l'ouverture, quel monde! Même pour la messe du matin, il y avait eu tellement de monde, comme une soif de se revoir en famille ecclésiale. Je pense que ça montre que l'épreuve permet aux gens de reprendre conscience que Dieu existe, permet aux gens de savoir que la foi fait vivre et nous fait vivre. Et donc, je pense que c'est des moments qui permettent à toute l'Église et au monde de se tourner encore davantage vers leur Seigneur, leur Créateur, leur Rédempteur. Alors, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que autour de l'Église, il y a également ces petits commerces qui se développent. Et on sait qu'avec la fermeture, il y a un an, ces bonnes dames qui faisaient de petites affaires à côté des églises n'ont plus rien faire. Et cette année encore, c'est vrai, les églises sont ouvertes, c'est vrai mais qu'il y a moins de monde, forcément également, ces bonnes dames-là, les petits commerces sont impactés. Bon, les petits commerces sont impactés moins cette année que l'année passée, c'est vrai. Mais je ne sais pas si nous allons nous accentuer sur les petits commerces parlant de l'Église. Évidemment, parce que l'Église ne saurait exister également sans ces bonnes dames-là, parce qu'elles font des recettes également. Oui, quand vous voyez un peu dans la plupart des églises, celles qui vendent souvent les chapelets et autres images de saints, souvent sont là de lundi à dimanche. Donc, c'est leur commerce. Vous pouvez passer à tout moment pour acheter. Et donc, ce n'est pas forcément le dimanche. C'est vrai qu'il y en a qui viennent le dimanche. Ce n'est pas forcément le dimanche, seulement qu'il faut venir pour acheter ces objets si vous voulez les acheter. Et donc, qu'il y ait moins de monde ou qu'il y ait moins de ventes, ces bonnes dames ne devaient pas trop se plaindre de la situation, parce que c'est général, hein, ce n'est pas seulement pour celles qui vendent ces objets de piété, c'est pour tous ceux qui font du commerce dans le pays. Je pense que nous allons simplement prier pour que tout se rétablisse, qu'il y ait plus de pandémie, et donc chacun puisse, quel que soit ce qu'il vend, puisse son profit. Père, qu'est-ce que vous faites à l'église pour ces bonnes dames-là qui n'existeraient pas, dont le commerce n'existerait pas si l'église n'existait pas? C'est une question qui m'embarrasse. Moi, je pense que l'église a toujours travaillé pour que l'épanouissement et l'accomplissement de l'homme entier. Et je pense que la première chose à faire, c'est pouvoir continuer à travailler pour le Christ. Et lorsqu'on travaille pour le Christ, lui-même nous a dit, demandez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Et la relation entre l'Église et les bonnes dames qui entourent l'Église, c'est des relations de cohabitation. Ensuite, je pense que entre eux et nous,
il n'y a pas tellement de contrats comme on a l'habitude de dire, mais ce que nous pensons faire, c'est leur âme qui est la priorité de l'Église. Et moi, j'aime plutôt quand j'étais à Sainte-Rita, aller les saluer, aller les visiter, prendre de leurs nouvelles et leur dire, n'oubliez pas de venir à l'église. Car beaucoup d'entre elles arrivent, vendent tout le temps sans mettre pied à l'église. Il y a même des personnes qui ne sont pas des chrétiens catholiques qui sont là, mais nous sommes ouverts à tous et nous prions pour que ces bonnes dames qui sont à côté de nous, un peu plus loin ou quelque part dans le pays, que tous aient le pain quotidien. C'est ça. Je pense que c'est la priorité de l'Église. La doctrine sociale nous recommande cela. Savoir apporter assistance à toute personne. Et je voudrais signaler et remercier en même temps la Caritas et toutes les personnes qui ont aidé la Caritas, parce que pendant la pandémie, beaucoup de commerçants, chrétiens ou non, musulmans ou animistes, tout le monde venait frapper à la porte de l'église. Et ils ont eu beaucoup de demandes, et grâce à la générosité de plusieurs Béninois, des catholiques comme des non-catholiques, qui arrivent à porter, ces gens ont pu survivre. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. On a pu traverser cette période de la pandémie avec la solidarité, ce qui veut dire que l'Église demeure toujours au cœur de nos communautés. Oui, tout à fait. Et comme je l'ai dit au départ, nous gardons les messages que les représentants du Christ, donc je veux parler des prêtres, nous délivrent chaque dimanche. Que l'Église soit fermée à cause d'une pandémie ou non, je pense que chaque chrétien retient qu'il faut aimer l'autre comme soi-même. Et ça, c'est, à mon avis, c'est le plus important. Nous retenons ces messages-là qu'à travers la Bible, le Christ nous a laissés. Et cultiver sa foi, c'est vrai, quand on se retrouve en communauté, on chante, on danse et autres, on est plus gai, c'est convivial. Mais cultiver sa foi ne doit pas forcément dépendre des autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui l'église a été fermée, enfin, c'est pas fermé aujourd'hui, c'est pas parce que l'église est fermée et je n'ai pas pu voir l'autre que je ne suis pas chrétien. Donc, même si je suis la messe à l'église, à la radio du moins, je reste chrétien. Et même si, pour une raison, pour une autre, je n'ai pas pu suivre la messe, je reste chrétien. Et le message du Christ devait normalement rester toujours dans mon cœur. Je ne sais pas si vous avez constaté que durant cette pandémie, ou plutôt depuis quelques jours, on parle de vaccination contre la Covid-19. Avez-vous constaté, comme moi, le silence de l'Église sur cette campagne de vaccination ? Oui, en attendant d'interroger. Oui, c'est vrai que l'Église est restée silencieuse. Moi, j'ai envie de dire que l'Église est restée silencieuse à raison. À raison. Ce n'est pas un problème de foi qui se pose. L'Église s'est prononcée quand on a parlé de préservatifs en son temps, parce qu'il y a la vie humaine derrière. Mais par rapport au vaccin, c'est la volonté de chacun. Qu'on soit chrétien ou non, on a son idée par rapport au vaccin. Donc, moi, je ne sais pas, le père va répondre tout à l'heure, mais je veux dire que chaque fidèle est libre de vouloir se faire vacciner ou non. Alors, la conférence épiscopale est restée silencieuse. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas écouté ou regardé la télévision BB24 que BB24 ne fonctionne pas. Non. Donc, ça continue de fonctionner. Ça continue de fonctionner. Donc l'Église a parlé. Peut-être qu'on n'a pas entendu. Ah, c'est tellement. Mais dites-nous alors on n'a pas entendu. dit. La première chose, déjà, on a relayé ce que le pape François a eu à dire à propos du vaccin. Parce que, au-delà des polémiques, l'essentiel, c'est de sauver la vie. Nous sommes dimanche de Pâques. Jésus-Christ est venu nous libérer de la mort pour nous donner la vie. Et personne ne doit pouvoir toucher à l'intégrité de la vie. Et c'est pour cette raison que l'Église défend la vie et défend tout ce qui peut nous aider à entretenir
va nous maintenir dans la vie. Et nos évêques avaient évoqué ça. Toujours est-il que pour le relais publicitaire, habituellement, le protocole, c'est le ministère de la Santé. À chaque fois que le ministère de la Santé associe l'Église pour la vaccination, pour telle maladie, on fait le relais. Il ne revient pas à l'Église d'initier. Une fois que on va commencer la catégorie populaire. Dans le contexte actuel, on sait que le vaccin crée de la méfiance. Il n'y a pas de vaccin qui, dans l'histoire, n'ait jamais créé de la méfiance. Chaque fois que les vaccinations arrivent, c'est toujours à risque. C'est même pour cette raison que lorsqu'on se vaccine, on nous laisse un moment de rester un peu pour voir qu'est-ce que ça va faire. Et quand on regarde au niveau du bien apporté, on peut voir les retombées positives. Voilà, c'est par rapport à ça que l'Église peut encourager ou non. Toujours est-il que chaque fois qu'on se vaccine, il y a toujours un risque. Merci à vous, Père Hubert Kedowili, d'être passé sur ce plateau. Benoît Wanja, merci également d'être passé. Merci. Vous prononcez sur la Pâque en période de Covid-19. À présent, on installe le dossier de la semaine. Un projet d'inclusion économique et sociale des jeunes a vu le jour pour soulager les jeunes désireux de lancer une activité génératrice de revenus avec un financement non remboursable de 200 000 francs CFA. Une aubaine, très certainement. On va revenir sur ce plateau pour en parler. Avant, suivons cet élément. C'est en Conseil des ministres du mercredi 24 mars 2021 que le gouvernement a validé le projet d'inclusion économique et sociale des jeunes prodiges. Une initiative qui vise à accroître l'inclusion économique des jeunes âgés de 15 à 30 ans en situation de sous-emploi ou d'inactivité et ayant un faible niveau d'éducation. Financé à hauteur de plus de 33 milliards de francs CFA grâce à un accord signé entre l'Association internationale de développement et le gouvernement du Bénin, le prodige entend renforcer les services de l'emploi et le système de formation technique et professionnelle au Bénin. Avec ce projet, c'est d'un financement non remboursable de 200 000 francs CFA par personne que les jeunes vont bénéficier afin de rendre opérationnelle leur activité génératrice de revenus. Au-delà de ce financement, le projet d'inclusion économique et sociale des jeunes vient à point nommé pour non seulement sortir les jeunes désœuvrés du chômage ambiant à travers l'auto-entrepreneuriat ou les aider à trouver du travail afin de sortir de la précarité. Et notre invité sur ce plateau, je l'annonçais, c'est le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, Urbain Amembedji. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de renouveler. Voilà. Pour m'accompagner dans ces échanges, il est également en place Rodrigue Babagwito. Ulvaïs Balogun, bonjour. Mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Ulvaïs Balogun, vous l'aviez dit, le 24 mars dernier, le gouvernement validait en Conseil des ministres le projet d'inclusion économique et sociale des jeunes prodiges, un projet financé à hauteur de plus de 33 milliards grâce à un accord signé entre le gouvernement du Bénin et l'Agence internationale de développement. Alors, Urbain Amembedji, vous êtes directeur général de l'ANPE. N'est-ce pas un projet de plus, comme on le dirait? Non, pas du tout. Ce n'est pas un projet de plus parce que quand je vous aurai parlé de la cible, vous verrez en quoi ce projet est très important pour cette catégorie de Béninois qui, en général, se sent laissés pour compte, abandonnés sur le carreau, abandonnés sur le trottoir. Il s'agit en effet de ceux qui sont peu ou pas instruits. Peu ou pas instruits. Peu, c'est-à-dire, nous disons jusqu'au BPC au maximum. Au-delà du BPC, c'est une autre catégorie. Et donc, ce sont les jeunes peu ou pas instruits qui, quand même, ont des talents, qui ont des potentialités et qui peuvent contribuer à la construction de ce pays par leur travail et leurs compétences, et qui en général ne sont dans aucun programme. Déjà, lorsque vous parlez de jeunes, quelle est la tranche d'âge dans laquelle il faut se situer? 15 à 35 ans. Et vous savez, sur ces personnes qui ont démarré l'école et qui ont abandonné pour diverses raisons,
et qui n'ont pas pu continuer le cursus jusqu'à la fin et qui en général se sentent pas pris en considération, en compte, parce qu'ils n'ont aucun diplôme. Ils n'ont aucun diplôme. Et donc, si vous voyez l'ensemble des programmes que nous développons, très peu de choses sont faites en direction de cette cible. Et c'est pour cela qu'ils sont nombreux. Ils ne sont pas peu nombreux. En général, le taux de chômage dans leur sein est faible. Parce que celui qui n'attend rien de l'État, il se lance lui-même. Bien sûr. Vous verrez que les gens qui n'ont pas du tout été à l'école, quand nous faisons les enquêtes sur le chômage, il y a très peu. Et plus on est diplômé, plus on est au chômage. Parce que plus on est diplômé, plus on a une attente vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis du gouvernement et autres. Donc cette catégorie de personnes qui dans notre société, nous pensons, peut contribuer de par sa force de travail, de par ses talents, de par ses compétences, n'est pas prise en compte. Et c'est pour cela que ce projet a été élaboré, pour que ceux-là également se sentent dans notre communauté, inclus. C'est pourquoi on parle de projet d'inclusion des jeunes. Voilà. Très bien. Et combien de jeunes sont visés? Oui, 40 000 environ qui seront pris en compte avec une particularité, 50% hommes, 50% femmes. Très bien. Vous êtes sûr qu'il y a au moins 40 000 Béninois, ou jeunes, je vais dire, qui sont peu ou pas scolarisés? Il y en a beaucoup plus. Ce projet fait suite à un autre que nous avons exécuté et qui est terminé en 2019. C'était le projet emploi des jeunes. Ça concernait 17 000 jeunes de cette même catégorie. Et là, à l'inscription, on en a eu 72 000. Alors qu'on attendait 17 000. 17 000. Donc, je peux vous dire que le potentiel dans le domaine est énorme. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a amélioré ce projet et on a augmenté le nombre de bénéficiaires pour passer de 17 000 à 40 000 jeunes qui seront pris en compte. Mais mesurez-vous à chaque fois la portée des programmes que vous instaurez? Parce qu'il y a plusieurs programmes qui ont vu le jour et au fur et à mesure, on a encore d'autres programmes qui naissent, mais on a l'impression qu'au finish, ils n'ont pas vraiment une portée réelle. Ou plutôt, on ne fait pas toujours le bilan. Exactement. Oui, on fait le bilan. On fait le bilan et je pourrais partager avec vous, par exemple, le bilan du projet emploi des jeunes qui a été fait par la Banque mondiale, parce que comme la Banque mondiale participe au projet, finance le projet, ils ne laisseront pas faire ainsi. Donc, il y a une étude qui a été faite pour mesurer l'impact. Bon, en général, c'est vrai, à l'œil nu, on peut avoir cette impression. On peut se dire, mais quel impact? Mais quand on fait une étude et qu'on utilise les outils techniques pour mesurer, c'est vrai, quand on lance un projet avec beaucoup de bruit et tout ça, ça donne beaucoup d'espoir. À la fin, on se demande, mais où sont-ils? Qu'est-ce que ça a donné et tout ça? Il faut aller un peu plus en profondeur. Il y a des outils pour mesurer ça. Je peux vous dire que ça a de l'impact. Le problème, souvent, qui fait qu'on ne voit pas ça à l'œil nu, c'est que l'immensité du besoin est telle qu'en général, les projets sont comme une goutte d'eau dans la mer des besoins que la communauté a. Vous savez, les jeunes représentent plus de 60% de la population. Et donc, lorsque vous prenez en compte 40 000, vous n'avez encore pas fait grand-chose parmi cette catégorie qui est énorme. Et c'est pour cela que, en général, quand on cherche, on se dit, mais où sont-ils les bénéficiaires? Mais il y en a. Bon, il faut noter aussi que la mise en œuvre de tout projet a un pourcentage d'échec. Vous pouvez prendre en compte 40 000 personnes. Combien seront-ils qui vont aboutir réellement? Ce que nous espérons souvent, c'est un taux acceptable. Tout au moins. Combien? À 100%? Non, on n'a pas cette prétention. Vous savez, si vous mettez 40 enfants à l'école, vous n'êtes pas sûr que 40 arriveront en terminale. C'est la même chose. Et nous voulons prendre en compte 40 000, c'est vrai, on aurait aimé que les 40 000 réussissent, mais nous sommes réalistes et nous nous disons qu'il y aura probablement un taux qui vont pas pouvoir y arriver pour plusieurs raisons, mais on souhaite que quand même 80%, 90% puissent sortir gagnants. Et sortir gagnant pour nous dans ce projet, c'est pouvoir avoir son activité propre, la gérer,
et que cette activité puisse nourrir cette famille-là et lui permettre d'en recruter d'autres, en tout cas de s'épanouir, de trouver... Ce que j'utilise comme terme en réalité, c'est trouver sa place dans la communauté, Justement, dans la société. parlons-en de façon plus technique. Combien va recevoir chaque jeune qui s'inscrira pour ce programme et comment est-ce que l'accompagnement va être fait? Tout à fait. Bon, disons qu'avant de parler de combien vont recevoir ces jeunes, parlons de l'accompagnement. Ces jeunes, comme je vous le disais, ils ont en eux des talents, ils ont des potentialités. Mais notre système éducatif est tel que celui qui n'a pas de diplôme a l'impression d'être inutile. Bien sûr. Donc la première chose que nous leur donnons, c'est la confiance en soi. Elle leur dit, attention, vous avez la capacité de produire et d'être mieux que ceux qui ont tous les diplômes. D'ailleurs, si vous faites un petit bilan, vous allez remarquer que les riches, les plus riches ne sont pas les plus diplômés. C'est en général ceux qui n'ont même pas été à l'école qui sont les plus riches. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont peur de rien. Ils n'attendent rien de personne. Ils se jettent à l'eau comme quelqu'un qui ne sait pas nager et il se bat, il patauge et trouve son chemin. Et quand il a une opportunité, il saute dessus. Mais les intellectuels calculent, raisonnent et à la fin n'y arrivent pas. La peur d'essayer, de l'échec, fait qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il a échoué et il ne fait rien. Mais celui qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas de diplôme, il n'attend rien de personne, il sait que de toutes les façons, personne ne viendra le solliciter pour lui demander. Il se dit, j'ai mon destin en main, il se prend en charge et il devient riche. Et donc, dans ces conditions, nous voulons le leur apprendre. Ceux qui ne l'ont pas encore compris, on commence à leur dire, attention, vous serez les riches de demain, pour autant que vous croyez en vous-même. Ça, c'est des cours de leadership. Exactement, c'est ça. C'est des cours de leadership. Donc, on le leur enseigne d'abord pour les dégraisser, leur enlever tous les complexes qui fait qu'ils sont crispés, ils sont tout petits, à se dire, moi je n'ai pas de diplôme, moi. Non, moi je suis un homme. J'ai une tête, j'ai des mains, j'ai des pieds, j'ai des capacités, je peux affronter. Donc on le leur donne. Puis ensuite, on essaye d'évaluer qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il a déjà appris. S'il a déjà appris quelque chose, on l'accompagne dedans. S'il a déjà choisi quelque chose, on l'accompagne dedans. Si ça nécessite une formation complémentaire, on le lui donne. On va jusqu'aux formations diplômantes comme les CQM et les CQP, c'est-à-dire certificat de qualification métier, certificat de qualification professionnelle. On peut aller jusque-là. Et tout ce qui concerne la gestion d'une activité économique, gérer son entreprise, créer et gérer son entreprise, nous le leur enseignons parce que pour la plupart, à 90%, ce seront des gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ça, c'est pour ceux-là qui ont déjà eu à apprendre quelque chose, mais le programme vise également certains qui ne sont pas du tout instruits. Oui, bien entendu. Mais instruire ne veut pas dire ne pas apprendre quelque chose. Il y a des Donc, est-ce qu'il faut forcément avoir un background avant de s'inscrire à ce programme? Pas forcément être allé à l'école, mais avoir tout de même appris quelque chose. Oui, tout à fait. Il faut être tailleur, menuisier, soudeur et autres. Il faut au moins cela. Parce que ou avoir une activité. On peut être aussi commerçant, éleveur et autres. C'est tout cela que nous prenons en compte. Parce que, bon, dans notre société en général, on ne trouve personne qui, à 20 ans ou à 25 ans, qui n'a pas été à l'école et qui ne fait absolument rien. Vous allez voir, il est paysan, il sait cultiver, ou il élève, ou il est... Voilà. L'essentiel pour nous, c'est qu'il ne soit pas encore en apprentissage, qu'il ait fini. Parce que s'il est encore en apprentissage, c'est une autre catégorie. Mais il a fini, et vous savez que quand ils ont fini en général, ils se cherchent parce qu'ils se disent, voilà, on dit, bon, on coït libération, voilà, mais il n'y a pas encore assez de moyens pour ouvrir. C'est exactement à cela que c'est destiné. Et donc, quand nous les prenons, on essaye d'évaluer un peu. Il a appris la mécanique, je n'ai pas encore ouvert mon atelier. S'il a encore la main et ou s'il a besoin un peu d'actualisation, on le lui donne. Et puis, on lui ajoute ce que j'ai dit, les cours sur le leadership, les enseignements sur la gestion, comment développer son affaire. Et on l'amène à avoir un petit plan d'affaires pour se lancer dans l'ouverture de son atelier. Et là, ça vient maintenant sur
un petit appui financier, 200 000 francs qu'on lui donne pour pouvoir démarrer, pour qu'il ne puisse pas avoir les difficultés. C'est vrai, le programme actuel du président est en train de prévoir de supprimer les garanties où les gens peuvent aller à la banque. Mais ce programme est une subvention qui va lui permettre de démarrer tout au moins une activité. S'il est un mécanicien, il peut acheter au moins les clés, les premiers instruments qui lui permettent de travailler. Si c'est une coiffeuse, le séchoir, les petits instruments. Voilà, une coiffeuse, une couturière, la première machine, 2 premières machines. Alors, les 200 000 sont non remboursables. Non remboursables. Alors, ce qui veut dire que s'il reçoit tout cet accompagnement jusqu'au moment où il reçoit l'argent, il se lance, il commence, et qu'au bout de 3 mois, 6 mois, ça ne prospère pas, par exemple. Bon, nous espérons, avec tout ce qu'on lui aura donné, qu'ils vont réussir. Mais, comme je vous le disais au début... L'accompagnement sera continuel? Sera continu, bien entendu. Le projet actuel, le projet Prodige actuel, vous allez voir que je viens en parler, je suis de l'administration, je suis directeur général de la NPE, est ancré dans les institutions existantes déjà dans le pays. On n'a pas créé un projet comme on fait en recrutant du personnel, ils vont gérer le projet, ils terminent et ils s'en vont. Non, on a ancré le projet dans les institutions. Et nous sommes 3 institutions qui gérons le projet. Il y a la NPE, il y a le FODEFK et il y a le FNM, le Fonds national de la microfinance, et qui va gérer le volet finance. Donc, c'est fait ainsi de manière à ce que des institutions pérennes comme la NPE puissent continuer l'appui et l'accompagnement de ces personnes et que ce ne soit pas sur une période de projet. C'est-à-dire, on fait 5 ans et puis après on retourne derrière, il n'y a plus personne, ils ont fermé boutique, tout est terminé. Mais on fait avec la NPE parce que la NPE ne va pas fermer dans 5 ans, pas dans 10 ans. Elle peut être réformée, elle peut être améliorée, mais elle sera toujours là, de telle manière que cette activité que nous avons lancée avec ces personnes, nous pourrions toujours être là pour les accompagner pour longtemps. Et donc, s'ils ont des difficultés, on est toujours là pour les aider. Souvent, quelles sont les difficultés qu'ils ont? C'est la gestion. C'est pour ça qu'il faut bien regarder la gestion. On a 200 000, ce n'est pas beaucoup, mais c'est en même temps beaucoup. Si on ne le gère pas bien, rapidement, ça se dit. Voilà. Mais pour en revenir rapidement à la formation, est-ce qu'il y a des critères pour les différents formateurs qui auront à former ces jeunes-là? Tout à fait, ce seront les meilleurs. Nous allons les choisir après appel d'offres. Ils vont démontrer de quoi ils sont capables, l'expérience qu'ils ont, où ont-ils déjà fait cela, à quel public et quels sont les succès qu'ils ont eu. Tout cela sera évalué avant de confier, mais ça va être des privés, ça va être des cabinets privés et tout ça. Où ont-ils fait tout ça? On va évaluer ça et c'est les meilleurs qui seront choisis pour faire cet accompagnement. C'est pas nous, on n'est pas censé tout savoir. Donc, bien sûr. Mais je suis jeune. J'entends le directeur général de la NPE se prononcer sur un projet tel que Prodige, mais je me demande si le secteur dans lequel j'évolue peut me permettre de m'inscrire à ce programme. Pour le dire, quels sont les différents secteurs sur lesquels se base Prodige? Oui, vous avez totalement raison. Effectivement, nous prenons presque tous les secteurs, à quelques exceptions près. Le secteur de l'artisanat, les nouveaux métiers actuels que le gouvernement promeut dans le numérique et tout ça, tout est pris en compte. Pour autant que le jeune, il a quelques aptitudes à pouvoir réaliser cela. Comme je vous ai dit, ceux qui sont en apprentissage ou à l'école ne sont pas des gens. Parce que nous n'avons pas pour vocation de débaucher les gens de l'école. Si nous faisons comme ça, beaucoup de ceux qui étaient un peu découragés vont laisser l'école rapidement pour dire je vais aller chercher 200 000 pour faire. Donc vous êtes exclus si vous êtes en apprentissage ou si vous êtes à l'école. Il faut avoir terminé quelque chose. Si vous n'avez pas encore eu le diplôme, c'est ça qu'on va vous aider à l'avoir. Oui, vous avez pas, bon, vous savez, l'ancien système, c'était il faut constituer une dot et aller donner la dot pour pouvoir être libéré, comme si on était des prisonniers. Et donc, vous verrez beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu les moyens de constituer la dot. Ils ont appris le métier, ils n'ont pas terminé. Ils n'ont jamais été libérés. Et donc, on va les accompagner pour qu'ils puissent avoir un CQM ou un CQP en fonction de là où ils se sont arrêtés, afin qu'ils soient libérés de cette contrainte. Vous voyez. Donc, si vous remplissez ces conditions-là, toutes ces personnes-là, nous les prenons. Tous ces métiers-là, nous les prenons.
pour pouvoir maintenant les toper, leur donner ce qu'il faut afin qu'ils puissent avoir confiance en eux, se lancer comme des entrepreneurs privés, nous les appelons des entrepreneurs privés, et qu'ils puissent se faire de l'argent et pouvoir recruter d'autres avec qui ils travaillent. Alors le projet, allez-y. Oui, allez-y. Le projet vise la mise en place d'un dispositif durable d'insertion des jeunes, mais quand on parle de la durabilité, jusqu'à quelle durée est-ce que ça s'inscrit concrètement? Mais la durabilité jusqu'à la retraite, jusqu'à éternel. Non, le dispositif s'appelle Azoli. Je ne sais pas si vous parlez fond, mais ceux qui parlent fond me comprennent. Azoli, ça veut dire le chemin de l'emploi. En fait, quand vous rentrez dans le dispositif, c'est comme un pipeline, vous en sortez en retrouvant le chemin de l'emploi. C'est ce que nous voulons dire. Et dans ce dispositif, c'est ça que nous mettons en place, qui est comme un tuyau. Vous rentrez dedans et puis vous en sortez en retrouvant votre chemin, c'est-à-dire en retrouvant le chemin de l'emploi. Au départ, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous êtes un peu perdu, vous cherchez, vous êtes là, nous vous faisons entrer dans un tuyau, et ce tuyau-là, ce sont les accompagnements, les formations, le financement et tout le dispositif qu'on met en place pour que, en bout de chaîne, vous puissiez retrouver votre chemin. Nous l'appelons Azoli. Et ce dispositif sera installé à l'ANPE. Et comme je vous ai dit que l'ANPE est une institution pérenne, ce sera quelque chose que nous allons faire tout le temps. Et même à la fin du projet, nous continuerons pas à travailler ainsi. Parce qu'actuellement, à l'ANPE, nous prenons à 99% notre public, c'est à 99% constitué des diplômés. BTS, licence, bac professionnel et tout ça, master, doctorat. Et les autres dont nous venons de parler, ils n'ont même pas le courage de s'approcher de nos agences. Ils se disent, je n'ai pas été à l'école, qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est pour les lettrés. Alors nous voulons leur ouvrir nos agences désormais. Désormais, ils pourront avoir le courage de mettre pied chez nous et en sortir avec Azoli. Très bien. On espère qu'ils vont y arriver, mais on a Prodige qui fait suite à d'autres programmes. Une question, directeur général de la NPE, dites-nous, le chômage persiste-t-il toujours au Bénin? Comme dans tous les pays, il y a toujours le chômage. Le chômage, nous ne sommes pas exempts de là. C'est vrai, le chômage, les taux sont faibles. Le problème du Bénin n'est pas tant le chômage que le sous-emploi. C'est le sous-emploi qui est très élevé au Bénin, et en Afrique d'ailleurs. Mais en termes de statistiques, le chômage est faible. Mais il y en a quand même au Bénin. Et l'ANPE travaille déjà à réduire autant que possible. Et ce projet travaille à réduire cela également. Il y en a d'autres également. Ouais. Merci à vous, Urbain Amegbedi. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et que vous étiez sur ce plateau pour nous parler du projet d'inclusion économique et sociale des jeunes prodiges qui s'intéressent aux jeunes peu ou pas scolarisés. Instruits. Ou pas instruits. Merci, ce sera donc tout pour Week Echo de ce dimanche. Retrouvez cette émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain et bonne célébration de la Pâque.